Bienvenue à Chronique en Rose. Ici, nous célébrons la force, la résilience et le courage des femmes. Chaque épisode est un voyage dans l'univers de la santé féminine. Un hommage à toutes celles qui font face aux défis, au silence et aux tabous, avec grâce et puissance. Nous parlerons de tout, des petites victoires aux grandes batailles, en passant par les vérités que l'on cache trop souvent derrière un sourire. Que vous soyez ici pour vous informer, vous inspirer ou simplement trouver un espace où vous sentir comprise, Chronique en Rose est là pour vous. Ensemble, nous explorons ce que signifie être une femme, aujourd'hui et chaque jour, avec authenticité, détermination et une touche de douceur. Accrochez-vous, ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vie. Donc, bienvenue dans cet épisode où aujourd'hui je reçois Anne-Estelle qui va nous parler de ses histoires de santé, donc ses défis de santé et comment elle a pu les surmonter et réussir tout de même à vivre sa vie, à être épanouie et à toujours avoir ce sourire sur son visage qui est très solaire. Donc, voilà. Merci beaucoup Anne-Estelle d'être présente parmi nous aujourd'hui et de nous partager ton histoire. C'est un plaisir pour moi. Merci de m'avoir invitée. C'est vraiment chouette de pouvoir parler un petit peu de mon histoire. Donc, j'espère que ça en aidera d'autres. Donc, merci. Merci à toi. Et ben déjà, dans un premier temps, dis-nous qui tu es, Anne-Estelle. Qui je suis? C'est une question vaste. Donc, je m'appelle Anne-Estelle, j'ai 36 ans. Je suis maman d'une ado de 12 ans et demi. Je vis en camping-car depuis bientôt 6 ans avec mon chéri et une fille. Un petit chien aussi. J'ai fait pas mal de choses dans ma vie et là, depuis, on va dire, j'ai fait une grosse crise identitaire à 30 ans qui m'a amenée à découvrir ma zone de génie qui est l'écriture. Et depuis ça, je suis passée par l'écriture de romans. Donc, j'ai un roman qui a gagné un concours d'écriture qui a été édité. J'ai auto-édité d'autres histoires. Et puis, depuis 1 an et demi, je me suis dirigée en parallèle d'inventer des histoires sur les récits de vie. Donc, les récits de naissance, les récits de mariage, les récits d'amour, les mémoires, voilà, tout ça. Et en plus, je suis officiante de cérémonie poétique. Donc, j'utilise aussi ma plume pour créer des œuvres originales uniques pour célébrer les mariés. Donc, voilà. Waouh, bravo, félicitations. Je t'envie beaucoup de vivre en camping-car. Non, franchement, donc je te connais d'avant et c'est juste merveilleux ce que tu fais. Donc, merci déjà de le faire. Et juste petit aparté, la crise identitaire à la trentaine, je crois qu'on y passe tous plus ou moins, suivant de comment est notre retour de Saturne, plus ou moins fort, et à quelle période. Moi, je crois que je l'ai déjà vécu. Peut-être que je vais le revivre, mais je crois que j'ai vécu une grosse crise identitaire l'année dernière. Donc, vu que je vais avoir mes 27 ans, tu vois, on est à peu près dans les mêmes. Mais voilà. Mais c'est souvent à 30 ans qu'on se dit que. Avant, on parlait de la quarantaine, en fait, de la crise de la quarantaine, et j'ai l'impression qu'il y a des grosses remises en question plus tôt maintenant. On ne fait plus tôt le bilan. Plutôt on réalise en fait qu'il y a des choses, ça colle pas avec la petite fille qui était en nous. Enfin voilà, il y a des grands écarts. Et moi, en fait, c'est mes soucis de santé qui m'ont vraiment amené. Là, c'est là où j'ai touché le fond au niveau santé. Donc voilà, c'est aussi voilà. Après, la maladie parle, je pense. Donc voilà, moi, j'ai touché le fond, mais ça m'a vraiment permis derrière de découvrir ma zone de génie et de remonter petit à petit la pente. Donc franchement, les crises, je crois que c'est important dans la vie, ça veut dire qu'il y a un problème, ça veut dire et du coup, ça t'invite à retrouver un équilibre, donc à faire des choix. Et moi, je trouve ça, c'est très dur, c'est très douloureux, mais quand on l'accepte, je trouve que c'est quand même pour le meilleur. Totalement. J'aurais pas dit mieux. Bravo. Tu m'as enlevé les mots de la bouche, donc c'est génial. D'ailleurs, tu dis donc que tu as eu des problèmes de santé. Est-ce que tu pourrais nous dire quel a été le plus grand défi de santé auquel tu as été confrontée? Donc en fait, moi, on m'a diagnostiqué une fibromyalgie. Je devais avoir, je sais pas, 25 ou 26 ans. Parce qu'en fait, ça faisait des années et des années que j'avais des soucis de santé. Et en gros, ça se matérialisait par donc déjà une fatigue extrême quasi constante et des douleurs très fortes, principalement dans le bas du dos. Ça descendait dans les jambes, ça montait et ensuite dans la nuque. Et voilà. Et en fait, à force d'aller chez le kiné, plein de problèmes, à un moment donné, il m'a dit, mais je comprends pas. Chaque fois que je règle un problème, il y en a un autre dessous. Ils disent, c'est pas normal que vous ayez mal comme ça tout le temps pour rien. Et du coup, c'est lui qui m'a vraiment dit, il faut vraiment que vous fassiez plus d'examens. Et il m'a dit, vu la zone où c'est principalement au niveau des hanches, du bassin, il m'avait dit, ça peut être soit l'endométriose, soit une fibromyalgie. Et du coup, il m'a dit,
faites des tests. Donc, en fait, j'ai vu une gynéco spécialisée dans l'endométriose et c'était pas ça. Et je suis allée voir des rhumatologues. Enfin, j'ai vraiment fait tous les bilans. Et comme il n'y avait rien, du coup, c'était la fibromyalgie qui l'emportait. Et effectivement, les zones où j'avais mal, plus la fatigue, ça collait bien, quoi. Mais donc, voilà, moi, en fait, mon système, il s'est déréglé. J'avais 15 ans. C'est-à-dire que mon entrée en seconde, j'ai fait une maladie bizarre qui ressemblait à une sorte de mononucléose. En fait, c'est très rigolo. Enfin, c'est très rigolo. Ça ressemble à un Covid long aujourd'hui, tu vois. Ça m'a, en termes de douleur, de fatigue extrême et derrière le nombre de mois que ça m'a demandé pour récupérer un petit peu, voilà, ça ressemblait à ça. Et en fait, c'est vraiment venu mettre un coup de pied dans mon système immunitaire, qui, je pense, était fragile. De toute façon, ça vient pas de nulle part. En général, voilà, c'est le terrain qui fait tout. Donc, voilà. Et donc, j'étais quelqu'un de très sportif, j'étais quelqu'un de très dynamique. Et en fait, petit à petit, je me suis éteinte. Mais vraiment, au fil des années. Et comme ça se fait en douceur, tu t'en rends pas forcément compte. Et en plus de ça, je suis entrée en dépression parce qu'à 16 ans, j'ai déménagé. En fait, je vivais en Afrique subsaharienne depuis que j'étais née. Et du coup, c'était un gros déménagement pour venir vivre en France. Changement de culture, changement de météo, changement de tout, en fait. Et j'avais pas envie, en fait, de déménager. Donc, c'est venu se rajouter. Et un peu avant mes 30 ans, j'ai fait 2 burn-out. J'en ai fait un quand je travaillais pour un patron. Je travaillais dans le tourisme à l'époque. Et ça avait été très difficile. Ma fille était en bas âge. Voilà, j'ai même déclaré une appendicite en urgence. Enfin bref, mon corps, il hurlait de partout que ça n'allait pas. Et donc, quand elle a eu 1 an, j'ai dit stop, ok, je démissionne, voilà. Et donc là, je me suis mise à mon compte pour essayer de trouver une activité qui me permettrait de combiner mes soucis de santé, parce que je me rendais bien compte que physiquement, je n'étais plus du tout apte à travailler à l'extérieur, en fait. Je ne pouvais plus assurer. Et donc voilà, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait de la vente à domicile, j'ai vraiment cherché un petit peu, puis je me suis mise à mon compte dans les apprentissages des enfants, parce que du coup, je me suis mise à faire l'école à la maison pour ma fille. Et je me suis dit, voilà, c'est tout trouvé, tout ce que les recherches, les choses que je fais pour elle, je vais les faire je vais les partager. Et donc, en fait, pendant des années, j'ai fait ça, et c'était bien parce que j'ai adapté mon rythme. Mais en fait, j'ai refait un burn-out. C'était à nouveau trop. Et en fait, on est arrivé aux 30 ans. Donc, deuxième burn-out, mes soucis de santé qui étaient encore pires qu'avant. Parce qu'en plus, il n'y a pas de solution pour la fibromyalgie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement, si ce n'est des antidouleurs. Et en fait, j'avais tellement pris d'antidouleurs plus jeune que l'étape suivante, c'était la morphine. J'ai essayé une fois, j'ai dit plus jamais. J'ai dit, je préfère souffrir que perdre mon corps, en fait, et les sensations. Et même moralement, enfin, j'étais plus capable, j'arrivais pas à m'occuper de ma fille. Enfin, j'ai essayé vraiment une fois et c'était horrible. Et j'ai dit non, tant pis, j'encaisse. Et du coup, les seules solutions que j'avais, j'avais des électrodes qui me posaient sur les endroits les plus douloureux. Donc sur le moment, j'avais trouvé un programme qui me faisait vraiment du bien. Mais dès que tu l'enlevais, voilà, la douleur, elle revenait super forte. Et en fait, on ne pouvait pas me toucher. Le kiné ne pouvait pas me masser. Mon mari ne pouvait pas me masser. Je pleurais, en fait. C'était terrible et c'était très, très fort. Et à 30 ans, en plus de ça, c'est rajouté. Je voulais un deuxième enfant. Et puis, mon chéri m'avait dit, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Puis, les années passaient. Et en fait, l'année de mes 30 ans, il me dit, mais en fait, je crois que j'en veux pas d'autres. Et le truc, c'est que je suis pas sûre d'un jour changer d'avis. Et en fait, c'est vraiment poser la question, est-ce que je veux à tout prix un deuxième enfant, puis je vais le faire avec quelqu'un d'autre, ou est-ce que je me contente de ça? Et ça a été vraiment un gros deuil à mes 30 ans. Donc, tu prends tout ça, et ça fait un joli sac à nœuds de douleur, de fatigue, d'épuisement, de quelqu'un qui pleure tous les jours pour tout, pour rien, qui a pas d'espoir, qui se dit à quoi bon la vie. Et pourtant, malgré tout, tu parlais de mon sourire tout à l'heure, malgré tout, je restais quand même quelqu'un souriante parce que je pense que le fait d'avoir grandi en Afrique et d'avoir vu la misère, je savais, en fait, je me comparais tout le temps dans le sens de il y a pire que moi. Et dans le pire que je vivais moi, je me disais, j'ai quand même un mari qui m'aime et que j'aime, j'ai quand même une fille, c'est merveilleux quand même. J'ai quand même déjà monté une entreprise, même si elle n'est pas aussi, voilà, elle marche pas aussi bien que ce que j'aimerais et que voilà. Et en fait, tu vois, j'arrivais quand même à voir les choses positives. Et je dis souvent, je me voyais un peu comme
les jeux comme Super Mario, tu sais, où tu sautes d'une plateforme à une autre, que si tu restes trop longtemps, le truc il s'effrite et tu tombes dans le vide, tu vois. Et ben en fait, ma vie, c'était ça. Je sautais d'un petit bonheur à un autre, en fait, pour me raccrocher, pour me dire, c'est bon, tiens, en fait, il y en aura d'autres, tu vois. Mm, Donc, je voilà. vois. Waouh, déjà, merci pour tout ce partage. Tu as vécu beaucoup de choses émotionnelles, physiques, et tu n'as pas lâché, tu t'es toujours battu. Et comme tu disais, tu as pu voir le positif quand même dans ta vie. Et ça, je crois que c'est une qualité essentielle à développer, même si notre vie, parfois, c'est pas la plus rose du monde, même si parfois, c'est pas ce qu'on aimerait le plus au monde. Et il y a des choses toujours positives dans notre vie. Mais il faut réussir à voir derrière ce film noir qui se passe et à se dire, bah, j'ai quand même de la chance, un minimum, d'avoir ça et d'avoir ça et d'avoir ça. Donc, bravo à toi. Merci. Après, je pense qu'effectivement, en fait, on a le malheur qu'on a et je pense que c'est juste des fois de s'effondrer et de se sentir pas capable. Mais à côté de ce malheur, il y a des bonheurs. Et en fait, notre vie n'est pas composée que de ce malheur. Et c'est vrai que quand elle est née dedans et que tu souffres, autant physiquement que nerveusement, que ta fatigue, t'es épuisé, ben, c'est pas toujours évident, en fait, d'arriver à sortir, comme tu dis, de cet écran noir et de voir au-delà. Mais je pense que vraiment, c'est ça qui peut aussi commencer à nous amener sur le chemin du salut, hein, tout simplement, de sortir de ça. Mm. Et au moins, parce que moi, je connaissais des personnes qui vivaient des choses difficiles physiquement dans leur vie et qui étaient enfin, ça rejaillissait tellement sur l'entourage et je disais, je veux pas ça. Mais d'une certaine façon, ça rejaillissait quand même parce que tu vois, j'étais tellement à fleur de peau que je m'énervais très vite. Des fois, j'ai pété des câbles pour rien. Voilà, mais je m'excusais toujours derrière. Enfin, voilà, je culpabilisais, tu vois. Je voulais pas Mm. devenir aigrie, en fait. Je voulais vraiment pas devenir aigrie. Et ouais, je pense que là, pour le coup, c'est une position intérieure qu'on peut adopter. Totalement. Totalement. Et quand tu as appris que tu étais atteinte de fibromyalgie, comment tu l'as ressenti, comment tu l'as vécu émotionnellement et psychiquement? Pour moi, ça a été un soulagement qui pose un mot parce qu'en fait, j'allais pas souvent chez le médecin, même quand je souffrais, parce que je suis pas quelqu'un qui va facilement chez le médecin. Et en fait, les rares fois où je faisais des choses, tu comprenais que certaines fois, on te disait, c'était pas dit comme ça, mais en gros, c'est dans la tête, madame, tu vois. Et là, ça expliquait pourquoi c'était dans la tête. Parce qu'effectivement, la fibromyalgie, c'est neurologique. En fait, c'est tes nerfs qui envoient un message à ton cerveau qu'il y a une douleur, alors qu'il n'y a pas d'explication physiologique de cette douleur. Donc, c'est dans la tête, oui, mais c'est aussi ton corps, tu vois. Et je pense que ça, moi, ça m'a permis de pouvoir expliquer aux gens pourquoi, à certains moments, c'était juste pas possible. Parce qu'en fait, la maladie a fait que c'était tellement difficile pour moi. Je me suis concentrée sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'était ma fille et ma fille et mon chéri. Et en fait, il y a beaucoup d'invitations auxquelles on a dit non. Il y a plein de choses que je faisais plus. Moi, le soir à 20h, 20h30, j'étais au lit. Tu vois, et du coup, en fait, c'était toujours ce sentiment d'être en décalage par rapport à la vie sociale classique. Et puis, quand tu as les fêtes de famille, que tu as les repas, tout le monde est là, et toi, tu as juste une envie, c'est d'aller t'allonger. Sauf qu'en fait, tu veux pas qu'on attire. Moi, j'aimais pas attirer les regards. Donc, je voulais pas aller m'allonger pour que les gens ensuite, ils aient pitié de moi ou je sais pas quoi. Donc, en fait, t'encaisses, mais derrière, il te faut une semaine pour récupérer. Enfin, c'est tout plein de choses comme ça. Et du coup, d'avoir posé ce mot, c'était pour expliquer aux gens, de dire voilà en fait de quoi je souffre, que j'arrivais pas à vous expliquer. Ben là, voilà, allez faire vos recherches, vous trouverez des explications. Et voilà. Après, bah, j'ai été suivie par le centre de la douleur, j'ai été suivie par un psychiatre, j'ai été suivie par une somatopathe, j'ai commencé à faire attention à mon alimentation parce que quand j'ai compris qu'en fait il n'y avait pas de traitement, je me suis dit il faut trouver des solutions ailleurs. Donc tu vois, j'ai commencé à m'ouvrir sur plein d'autres choses, tu vois. Et me dire au moins, j'ai pas de problème, j'ai pas besoin d'être opérée, j'ai pas besoin, voilà, tu vois, ça a éliminé déjà tout ça. Et du coup, voilà, ça élimine certaines choses, ça recentre certaines choses, et puis ben, au moins tu te sens pas folle et tu redécouvres un peu ton passé en disant, ok, ben alors là, tout ce que j'ai eu, ok, ça s'explique en fait, ça s'explique. Tu as pu mettre certains mots sur certaines choses du passé qui n'étaient pas encore compréhensibles pour toi. Exactement, exactement. Et en quoi ta relation avec ton corps et ta santé, elle a changé au cours de ce parcours que tu as pu vivre à partir du moment où on t'a déclaré que tu étais atteinte de fibromyalgie?
Fibromyalgie. Par rapport à mon corps, alors en fait, moi, ce qui a été très difficile, en fait, à ce jour-là, je pense que j'ai vraiment dû faire le deuil du corps que j'avais avant. C'est-à-dire, tu vois, ça remonte de l'émotion. C'est pas gênant pour moi, ça me pose pas de problème, hein, que ça reste dans l'interview. C'est-à-dire que jusqu'à 16 ans, j'étais une nana hyper sportive. En fait, je kiffais mon corps. Vraiment, je le kiffais. Euh, et j'avais beaucoup de dynamisme. Mes parents, ma mère, quand j'étais petite, elle m'appelait son petit rayon de soleil. Enfin, tu vois, j'étais la fille hyper joyeuse, joviale, créative, sportive, tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, non seulement je me suis éteinte moralement, je me suis éteinte au niveau de ma joie de vivre, parce qu'en fait, ça pompe tellement que voilà. Et mon corps a fondu, c'est-à-dire que euh, il y a eu une fois, pendant 8 semaines, je suis restée alitée et j'ai perdu 8 kilos. Et je faisais 54 kilos en étant sportive et tout ça, et je suis tombée à 42 kilos. Et à partir de là, je n'ai jamais pu remonter au-delà de 45-46 kilos. Et encore aujourd'hui, je suis à 43 kilos, tu vois. Et en fait, du coup, ben, moins de poitrine, moins de forme. Ici, c'était, enfin voilà, tu vois, on voyait tous mes os, etc. Et en fait, ça a été une lutte de me dire, est-ce que tu acceptes que, en fait, peut-être que jamais tu récupéreras le corps d'avant? Tout comme il y a des femmes, elles récupèrent jamais leur corps d'avant après une grossesse. Et en fait, c'est la vie. Il y a des choses qui se sont passées. Et en fait, voilà. Donc moi, ça a été un cheminement à partir de là. De ne plus être en lutte contre mon corps, ça a pris des années hein, sur ce chemin. Parce qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas dit, mais aujourd'hui, je suis guérie. Ça fait 1 an et demi que je suis guérie. Donc, pour autant, mon corps, je suis toujours à 43 kilos, tu vois. Mais ouais, en fait, c'était d'accepter, et je pense que ça a été une des luttes les plus difficiles, d'accepter que maintenant j'étais faible et que ma force n'était plus dans mon corps et que peut-être qu'elle ne le reviendrait jamais en fait. Et il se trouve qu'aujourd'hui j'ai beaucoup plus de force, beaucoup plus d'énergie, même si mon poids est toujours celui qu'il est. Mais en fait, j'ai fait le deuil de ça. Et tu vois, pendant des années, à partir de ce diagnostic, j'ai cherché des solutions pour guérir. Et ça allait momentanément bien. J'ai eu des périodes où vraiment pendant 3-4 mois, c'était génial. Je me disais, ah, cette fois, c'est bon. Et en fait, non, je rechutais derrière. Souvent pire même. Et, euh, et en fait, c'était d'accepter que vraiment, arrête de lutter. Et c'est le jour où j'ai abdiqué, en fait. J'ai abdiqué face à la maladie, pas dans le sens de c'est fini, il n'y a plus d'espoir, parce que moi j'ai toujours cru au miracle. Et tu vois, je viens d'une famille chrétienne et j'ai vu des gens guérir miraculeusement par la prière. Et voilà. Donc en fait, le miraculeux pour moi était possible, mais c'est comme si il était possible pour les autres et pas pour moi, tu vois. J'avais tout tenté et du coup, pour moi, c'était fichu. Et de me dire, eh ben, j'accepte de vivre cette vie malgré ça. Et ça a été un deuil qui a pris plusieurs années entre le moment où il y a eu le diagnostic et mes 31 ans à peu près, tu vois. Ça a bien pris 5-6 ans. Et en fait, c'est à partir du moment où j'ai abdiqué que des solutions ont commencé à venir à moi. Souvent, quand on lâche prise, C'est ça. Mais des fois, tu crois que tu as lâché prise et en fait, tu n'as pas du tout lâché prise. il faut faire attention avec le lâcher prise. Se dire, OK, j'ai lâché prise, mais est-ce que tu as vraiment lâché prise? Ouais. Est-ce que si jamais je te reparle de cette situation, de tout ça, je te remets dans un parcours de soins, etc., est-ce que tu seras toujours autant capable d'être autant nonchalante dans ce parcours ou est-ce que tu vas encore t'accrocher Et je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du lâcher prise, mais on ne dit pas exactement OK, tu as lâché prise, est-ce que tu as réellement lâché prise? Enfin, je veux dire vraiment, Ouais. vraiment en profondeur. Ou est-ce que juste tu dis j'ai lâché prise et en fait, tu t'y accroches toujours, quoi. En fait, je pense qu'il y a plusieurs paliers dans le lâcher prise. Mais effectivement, il y en a un où c'est vraiment ça, tu es accroché à la montagne, il reste juste ce bout de force-là, et soit tu t'épuises à essayer de te hisser, soit tu lâches et tu acceptes de tomber, mais tu acceptes de tomber, en bas, c'est le gouffre, quoi, c'est le noir, c'est peut-être que tu vas te fracasser la gueule, peut-être, voilà, tu sais pas, en fait. Et ce truc-là, je pense que, ouais, il y a un moment donné où, dans ce que tu vis, en anglais, ils ont ce mot surrender, qui est vraiment abdiqué, quoi. Tu remets les armes, en fait, tu acceptes de
n'avoir plus aucune possibilité, de n'avoir plus aucune porte de sortie, et de ne plus vouloir chercher et t'épuiser à chercher. Et en fait, c'est là où vraiment tu restes dans cet état. Et ça peut durer longtemps, cet état. Mais je pense que la suite ne peut pas arriver si tu ne traverses pas ça. Et en fait, des fois, tu crois l'avoir atteint parce que émotionnellement, parce que dans ta tête, il y a des caps qui ont été passés. Mais ce truc-là, en fait, tu sais quand tu l'as atteint. Parce que ce jour-là, en fait, c'est un deuil terrible. C'est un deuil terrible. Tu te dis, je vais mourir. En fait, il y a plus d'autres solutions, je vais mourir. Et j'accepte de mourir. Et moi, c'était pas j'accepte de mourir, c'est j'accepte de vivre encore comme ça pendant très longtemps. Parce que c'était l'enfer pour moi, tu vois. Mais j'ai dit, ok, j'accepte. Donc, ouais. Tu vois, tout ça, c'est venu la crise des 30 ans et ça a un peu dépassé. Et voilà. Et de toute façon, c'est avec le temps, l'expérience, les différentes choses que tu mets en place que tu prends de plus en plus conscience de choses et que tu arrives de plus en plus, je pense, à lâcher prise, à accepter, parce que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Comme tu l'as dit, ça t'a pris 5 à 6 ans. Donc, ça demande quand même aussi de la bienveillance envers soi et de se dire que bah, parfois, c'est long et que ça arrivera. Et que même si c'est pas facile, parfois, il faut savoir voilà, se dire, OK, je fais de mon mieux et puis je vais y arriver et c'est OK. C'est ça. Après, je pense que chez certaines personnes, elles ont peut-être cette capacité à plus facilement se remettre entre les mains de plus grand que soi. Moi, je croyais que j'avais cette capacité, mais en fait, il y avait une hargne en moi et quelque chose qui se débattait, tu vois. Et je pense qu'il a fallu épuiser, affamer ce truc qui se débattait, que ce soit tellement dur que ce truc qui se débat, ils se disent, en fait, non, c'est juste pas possible, donc voilà. Mais je pense qu'on est tous différents et effectivement, il y a, voilà, les expériences et circonstances vont pas nous mener aux mêmes endroits et je pense, je crois que j'avais lu une fois quelque chose, ce que tu n'arrives pas à comprendre par l'enseignement, et ben, tu vas le comprendre par l'expérience. Et il y a des choses, tu crois que tu les as comprises en entendant des gens en parler, voilà. Et en fait, ben, l'expérience te prouve que non. Il faut beaucoup d'humilité d'accepter que, ben non, j'avais rien compris. Totalement, totalement d'accord. Et pardon. Et comment tu as défini la réussite pour toi-même dans ce processus en fait? Comment tu as pu atteindre, on va dire, cette vie que bah, tu t'es créée et qui aujourd'hui, je pense, t'épanouit. Toujours en étant bah, dans ce défi de vie, mais que tu as quand même créé ta vie, tu as quand même pu te rendre compte que tu avais du positif et que tu étais aussi heureuse malgré tout. Bah, déjà, on a fait des choix de vie qui nous permettaient de se recentrer sur l'essentiel. Donc, effectivement, il y a eu le fait de vivre en camping-car. Avant le camping-car, on avait une caravane. Donc, en fait, voilà, entre le moment où on a vendu l'appartement et le moment où on a eu le camping-car, il s'est passé quasi 2 ans. Mais en fait, on était déjà dans ce processus-là. Le fait de créer un job où on peut aménager les horaires, voilà. Le fait d'être en famille. Et tu sais, je crois il y a, il y a 3 ressources. Les gens disent souvent qu'il existe 3 ressources qu'on a à notre disposition. C'est l'énergie, c'est le temps et c'est l'argent. Moi, j'en rajoute une quatrième, c'est les rêves, d'avoir une vision, d'avoir des rêves, parce que sinon, ben, d'avoir de l'énergie, de l'argent et du temps, ben, on ne sait pas quoi faire avec. Mais moi, en fait, j'étais à plat de partout. C'est-à-dire que la vie que j'avais avant, j'avais le temps de rien, j'avais pas d'énergie. Ouais, on va dire que financièrement, ça allait, mais voilà. Là, on a décidé de partir sur une vie beaucoup plus slow, avec moins d'argent, mais on vivait mieux. Et l'idée, c'était de vraiment se concentrer sur nous, sur notre famille, sur apprendre à nous connaître. Euh, Moi, donc, je suis toujours croyante, donc pour moi, c'était aussi prendre du temps pour ma relation spirituelle. Et en fait, en mettant tout ça bout à bout, petit à petit, des choses sont arrivées, des propositions sont arrivées à partir du moment où j'ai vraiment abdiqué pour le coup, qui m'ont ouverte sur le chemin de la guérison. Donc il y a eu plein de choses, mais je pense que vraiment le cœur, l'essence, c'était vraiment ça. C'était de se recentrer sur l'essentiel, sur soi, sur prendre le temps et, et de se laisser guider en fait, de se laisser porter. Et moi qui suis
qui était très dans le contrôle. Ça a été très difficile. La vie qu'on a choisie en étant nomade nous a un peu forcé à ça, et c'était aussi le but, hein, tu vois, de beaucoup moins programmer, d'être beaucoup plus dans suivre le mouvement. Mais du coup, ça s'est vraiment appliqué à tout le reste. Et vraiment, j'ai senti voilà, des propositions qui m'ont été faites de tel thérapeute, de telle proposition de moments de qualité avec des amis ou des choses comme ça. Et en fait, j'ai redécouvert la douceur, c'est-à-dire que j'ai compris à quel point je me faisais violence pour le coup, mais tellement fort dans la lutte par certaines croyances que j'avais et de comment je devais me comporter, de comment je devais être. Et en fait, j'ai redécouvert la douceur vraiment dans mon corps. Euh, et en fait, plus je m'acceptais, plus j'étais douce avec qui j'étais, plus j'étais douce avec le passé que j'avais eu, avec comment j'avais géré les événements, avec, en fait, tu vois, plus la douceur a pris de la place et plus la douceur s'est installée dans mon corps, pour le coup, physiquement. Et après, voilà, il s'est passé aussi des choses d'un point de vue plus énergétique et d'un point de vue plus spirituel, qui fait qu'il y a eu vraiment des moments clés où il y a eu des choses spécifiques qui sont sorties de moi et qui ont guéri vraiment à des moments, voilà. Mais sinon, après, à part ça, la majorité des choses s'est fait pendant mes temps de méditation. En fait, j'étais tellement disponible et puis les gros blocs avaient été enlevés, je pense qu'il y a ça aussi, que du coup, remonter beaucoup de choses et ça circulait. Et ça circulait dans les souvenirs, ça circulait dans les émotions, ça circulait dans mon corps. Je me suis remise à danser, je me suis remise à chanter, tu vois, et je me suis remise à écrire encore plus pour moi, pas juste pour inventer des histoires et écrire les histoires des autres. Et en fait, tout ça, ouais, je pense que le mot-clé, c'est la douceur. Et dans tout le mouvement qui s'est mis de vie en moi était très doux et très délicat. Et pour quelqu'un qui avait tellement été épuisé et tellement cassé dans son corps, en fait, je pense que j'aurais pas survécu si ça avait été quelque chose de très violent d'un coup et de très parce qu'il y en a, hein, ils guérissent comme ça. Il y a vraiment un avant, un après du jour au lendemain. Euh, Moi, je suis hyper reconnaissante que du coup, ça se soit passé dans ma douceur. Bah, bravo à toi, félicitations parce que bah, déjà que tu mérites d'avoir guéri de certaines choses et c'est sûr que quand ça se fait en douceur, c'est tellement plus agréable à vivre au quotidien. Ça, c'est sûr. Si tu devais donner un conseil à d'autres femmes qui traversent un défi de santé similaire, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les aider à garder espoir et à trouver leur propre chemin vers la guérison et la réussite? Bah déjà, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit juste avant. Tu as dit que je méritais de guérir. Et en fait, moi, j'ai une vision un peu différente de la vie. C'est que je ne crois pas à ce qui est juste ou injuste. Euh, on peut faire preuve d'injustice les uns vis-à-vis des autres. Ça, je ne nie pas du tout. Mais je ne crois pas que la vie soit juste ou injuste. Je ne crois pas qu'on mérite ou qu'on ne mérite pas. Je pense juste que c'est quelque chose de très neutre, en fait. Et ce qui nous arrive, ben, ça nous arrive. Et tu vois, c'est un peu l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein. Et ben, j'aime bien l'idée que c'est pas un verre qui est à moitié vide ou à moitié plein, c'est juste un verre avec de l'eau. Et c'est l'eau suffisante dont tu as besoin là pour boire. Et en fait, je pense que quand tu sors du truc de c'est pas juste ou je mérite, euh, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Du coup, tout est grâce, tout est cadeau. Et en fait, ces cadeaux-là, ils peuvent arriver à n'importe qui. Et du coup, c'est juste pour moi d'accepter de s'ouvrir à la grâce et au cadeau. Et voilà, je pense que je sais pas si je réponds bien à la question, mais c'est le conseil que je donnerais. C'est pas vraiment un conseil, c'est plus une disposition du cœur. De juste accepter, tout comme quand tu rends les armes et que tu lâches prise, etc., tu tombes dans un gouffre, mais dans ce gouffre, il y a des cadeaux. Donc juste, c'est ça, tu vois, pour moi. Très bien. Eh ben, merci beaucoup déjà de ton partage. Et comme je dis souvent, c'est que une réponse, même si tu n'as pas l'impression qu'elle a répondu à la question, si elle est sortie, c'est qu'elle devait être comme ça. Donc, ne t'inquiète pas. Et moi, je l'ai compris, en tout cas. Et nos auditrices le comprendront aussi. Et puis, j'aime beaucoup avoir des nouvelles personnes avec des nouvelles façons de penser de la mienne, parce que ça me permet aussi de m'ouvrir et de pouvoir me remettre en question. Et c'est aussi important, savoir remettre en question sa façon de penser et de voir les choses. Donc, merci pour ton partage. Avec grand plaisir. Sache que moi, je me fais remettre en question tout le temps, continuellement,
pareil, l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein, ça fait quelques mois que j'ai entendu cette autre façon de voir et ça m'a frappé en plein cœur. Je me suis dit, mais oui, c'est comme ça que je vois les choses. Et en fait, voilà, à la même période, j'avais vraiment ressenti j'avais entendu quelqu'un qui expliquait que dans la vie, on va souffrir. Et en fait, c'est soit on accepte qu'on va souffrir parce que les autres sont imparfaits, parce que nous, on est imparfaits, parce que les événements peuvent arriver. Et soit tu te barricades et du coup, bah, tu te fermes pour éviter de souffrir, mais du coup, tu te fermes aussi aux belles choses. Soit tu fais le choix de rester ouverte en sachant que tu vas souffrir. Et moi, c'est une décision que j'ai prise il y a à peu près 1 an et demi, un cap vraiment où j'ai dit non, mais en fait, j'accepte de rester ouverte, peu importe ce qui se passe et peu importe ce qui peut me faire mal. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui permet d'amener des gens qui ont des avis complètement différents des miens et que je vais écouter. Et en fait, ça me bouscule et ça fait partie de ce mouvement, mais c'est en douceur, encore une fois, parce que je ne lutte pas contre, c'est juste j'accueille et puis voilà, je prends les choses comme elles viennent. Et de toute façon, souvent on dit plus tu résistes et plus ça persiste. Et du moment où tu commences juste à t'ouvrir et à accepter et à laisser entrer, c'est beaucoup moins douloureux pour certaines choses et beaucoup moins percutant, enfin moins, ça te percute moins fort du moins C'est ça, que si tu résistais à chaque fois sur toutes les choses que tu peux vivre. tout à fait. Je te rejoins. Qu'aimerais-tu que les gens comprennent à propos des défis de santé auxquels les femmes peuvent être confrontées? Mm. Je crois que en tant que femme, déjà avoir des soucis de santé, n'importe qui, c'est hyper douloureux, mais en tant que femme, comme souvent on a la charge mentale de la famille, du coup, enfin ouais, de l'agencement des choses, de l'organisation, voilà. Euh, je crois que moi, ce qui m'aurait fait énormément de bien, c'est qu'on me dise, bah là, je gère tout pendant une semaine, va à tel endroit, tu te reposes et tu prends du temps pour toi. Et je pense que ça, n'importe quelle femme de base en a besoin. Mais je pense encore plus quand tu as des soucis de santé et que justement ta jauge de repos, elle est encore plus basse, elle est basse de chez basse, et que ton corps est tellement dans la douleur que du coup, tout est en mode survie. Et je pense que d'avoir des petits sas où les gens comprennent, même s'ils ne comprennent pas ce que tu vis vraiment, mais qui voient le besoin que tu as, et de te dire, et de s'organiser pour te permettre d'avoir, même si c'est qu'un week-end, tu vois, mais va te reposer. Et on se charge de tout. Ouais, je pense que ça pourrait être une belle avancée pour les femmes qui ont des soucis de santé, mais les femmes en général aussi. Merci de l'avoir dit. En tout cas, je suis totalement d'accord avec toi, même si personnellement, je n'ai pas de problème de santé physique. Ça, je le conçois totalement et je pense encore plus quand tu es une maman qui peut avoir une maladie et qui en a marre et qui a juste envie de se reposer, de strictement rien faire à part se faire un maximum chouchouter. Je pense que tu as raison et que nos auditrices et j'espère nos auditeurs le comprendront aussi et se permettront de se demander si eux aussi, si c'était à la place de cette personne-là, ils n'aimeraient pas juste 48 heures, 72 heures ou une semaine juste de total repos pour recharger les batteries. En fait, c'est ça, parce qu'on peut soi-même proposer ça à des femmes de notre entourage. Viens chez moi, je m'occupe de te faire les repas, tu as juste à te reposer, il y a des coins de balade, si tu veux, je pose 2-3 jours pour t'accompagner de balader, ou alors tu vas être toute seule, ou alors je m'occupe de tes enfants si tu veux rester seule chez toi, ou voilà. Et ça, je pense que, ouais, alors tout le monde n'a pas la chance d'avoir un entourage qui peut faire ça, mais je pense qu'on peut être éveillé à ça pour les personnes autour de nous qui ont des soucis comme ça. C'est vrai qu'on y pense, par exemple, une femme qui est enceinte, qui est au bout, là, qui en peut plus, qui a déjà des petits, etc. Et la maladie, souvent, c'est moins visible. Parfois, et puis des fois, on voit les personnes, ah, mais ça a l'air d'aller. Mais en fait, c'est pas parce que ça a l'air d'aller que ça va. Et puis, c'est peut-être aujourd'hui que ça va, mais en fait, les 10 jours d'avant, ça allait pas du tout. Et donc, ouais. Exactement, tu as tout dit, c'est très très bien, c'est parfait. Parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'aujourd'hui ça va qu'hier ça allait et que demain ça ira. Donc, Exactement. il faut savoir simplement se dire, ok, si je me mettais 2 secondes à sa place, juste 2 secondes. Ok, je ressens pas les symptômes, mais juste se dire, j'ai une maladie et en plus de ça, je dois faire toute la liste de tâches à faire et m'occuper des enfants, etc. Et comme tu dis, c'est vrai que quand c'est une femme enceinte,
on se dit, OK, je vais l'aider pour qu'elle se repose pour l'accouchement, etc. Mais une fois qu'elle a accouché, cette femme enceinte, justement, on n'a pas tendance à aller l'aider. Donc, C'est vrai. savoir, comme tu dis, éveiller les esprits. Dernière question. En regardant vers l'avenir, quelles sont tes inspirations maintenant que tu as surmontées avec ce défi? Je repose ma question différemment. Comment ce parcours a-t-il influencé ta vision de la vie et ton propre potentiel? Là, bah déjà, ça m'a reconnecté à la douceur. Je pense en fait, j'ai redécouvert que à la base, j'étais une fille très douce. Sauf que dans mon enfance, adolescence, je suis devenue une nana très grande gueule, très dans la confrontation, qui défendait tous les opprimés dans la cour de l'école. Enfin, tu vois, je me battais avec les garçons. Du coup, j'avais vraiment ce côté-là. Et puis, du coup, dans ma bouche, comme j'étais quelqu'un qui exprimait toujours ce qu'elle pensait, je pouvais être parfois très sèche, parfois acide. Ma mère m'a dit plusieurs fois, mais t'es acide, piquante, tu vois. Et en fait, j'étais tellement dans ce rôle-là que du coup, j'avais vraiment ce truc de la nana forte, la nana qui va au combat, la nana. Et en fait, je suis pas du tout comme ça. En fait, c'est une totale adaptation, suradaptation du contexte, de certaines choses et tout. Mais en vrai, je suis pas du tout comme ça. Et oui, j'ai toujours ce dynamisme, j'ai toujours, on va dire, ce franc-parler. Mais en fait, je redécouvre vraiment la douceur. Et depuis 2, 3 ans, plein de gens me disent, mais t'es quelqu'un de très doux. C'est des gens qui m'ont pas connu avant. Et moi, je rigole intérieurement parce que ça, c'est vraiment sa tranche, tu vois. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, d'être guérie, ça m'a vraiment, parce que donc là, ça fait, à la fin de l'année, ça fera vraiment 2 ans que j'ai plus du tout eu aucun symptôme et que vraiment, pour moi, je suis guérie. Et en fait, je le sais, je le sens dans mon corps, c'est plus du tout pareil. Euh, En fait, je vois la résilience que ça m'a apporté et surtout l'empathie que ça m'a donné et à quel point, tu vois, des fois, je discutais à l'époque quand j'étais malade avec d'autres personnes qui étaient malades, qui avaient d'autres types de maladies. Jamais je me suis permis de dire, je comprends ce que tu vis parce que moi, nanana. Parce qu'en fait, je sais que tu peux pas être à la place de l'autre, même si tu ressens et que tu as vécu une forme de souffrance qui peut s'y apparenter, tu vois. Et il y avait des personnes dans mon entourage qui disaient, qui étaient tout le temps à dire, ouais, moi je comprends, toi, que tu vis ça, moi aussi j'ai vécu ça, etc. Mais en fait, ça avait rien à voir. L'échelle, elle n'était pas du tout la même. Et en fait, ça crée encore plus de douleur chez la personne qui souffre, en fait, de sentir le grand écart. Donc ça, voilà, moi, ça me permet aujourd'hui de vraiment respecter davantage la personne dans ce qu'elle vit et, euh, et du coup de lui apporter de la douceur parce que c'est vraiment ce que j'ai envie d'apporter aujourd'hui. C'est ce que moi j'ai redécouvert et ce qui m'a permis de guérir, donc c'est ce que je veux offrir aussi. Et puis, une dernière chose qui est quand même, c'est-à-dire que quand j'étais vraiment au fond du trou, je n'avais plus aucun rêve. Je te parlais tout à l'heure des ressources et je te disais les rêves, pour moi, c'est une quatrième ressource. C'est-à-dire que pour moi, rêver, c'était inaccessible. C'était un luxe qui était pour les gens qui ont de l'énergie pour rêver. Tu vois, moi, j'avançais tellement au jour le jour en me disant, je sais pas demain comment ce sera. Et en fait, au cœur de ça, j'ai découvert que j'aimais écrire parce que voilà, je me suis retrouvée chez la kiné qui m'a dit trouvez-vous un petit projet pendant 2, 3 mois, le temps que, pour pas être dans l'attente, pour pas être voilà, quelque chose qui vous fait du bien à vous, etc. Elle m'a dit du crochet, n'importe quoi. Et en fait, dans la voiture, sur le chemin du retour, une pensée, mais qui semble venir de nulle part, écrit un roman. Et j'ai le titre du roman, j'ai les personnages, l'histoire, tu vois. Je dis, mais j'ai jamais eu l'idée d'écrire un roman, je sais même pas comment on fait. Et en fait, je me suis dit, cherche pas, ne va pas voir comment on écrit un roman, juste écris ce qui te vient, etc. Et en fait, en 2 mois et demi, j'ai écrit ce roman de plus de 300 pages, qui a ensuite gagné un concours d'écriture, qui a été édité. Enfin, c'était juste dingue. Et en fait, en écrivant et en juste suivant ça, ça m'a révélé, au cœur de cette tourmente, ça a révélé ce joyau que j'avais, que j'ignorais totalement, et qui a ensuite été sur mon chemin de guérison, toujours l'écriture, et qui m'a mené vers le métier que je fais aujourd'hui. Et en fait, je pense que sans ça, mais je suis passée à côté d'une partie de mon essence, en fait. Et ça, je suis extrêmement reconnaissante. Alors, peut-être que j'aurais pu le découvrir sans tout ça, tu vois, je sais pas. Mais n'empêche que c'est au cœur de ça, et c'est au moment le plus difficile, c'est vraiment dans la descente aux enfers la plus terrible que ça s'est révélé. Et donc, en fait, moi, je suis reconnaissante. Aujourd'hui, je suis hyper reconnaissante.
Alors du coup, j'avais dit dernière question et je m'en excuse, mais du coup, il y en a eu deux autres qui sont venues pendant que j'écoutais. Anne-Estelle parlait. Euh, la première, enfin, c'est deux questions en une. C'est est-ce que toi, aujourd'hui, tu dirais que tu es épanouie dans ta vie, enfin voilà, et dire aussi que comment dire, il faut croire en ces petites intuitions, même si, comme tu disais, tu n'avais jamais écrit de roman de ta vie, tu savais même pas ce que c'était. Enfin, ça n'était pas une idée qui te serait venue, mais tu as écouté cette intuition et ça t'a permis d'écrire un livre. Félicitations d'ailleurs, juste parenthèse, félicitations, parce que c'est juste extraordinaire en 2 mois et demi et en plus, il a remporté un concours, donc bravo. Mais du coup, est-ce que tu dirais que tu es épanouie et qu'en même temps, suivre son intuition, ça emmène à l'épanouissement? Aujourd'hui, oui, je suis épanouie. Je pense que de toute façon, c'est un cheminement. Disons qu'aujourd'hui, j'ai redécouvert ce que c'était la joie de vivre et je la sens vraiment à l'intérieur et j'essaye vraiment de suivre. Tu parles d'intuition, j'essaye de suivre cet élan, en fait. Pour moi, je l'appelle l'élan de vie, l'élan de joie. C'est quelque chose en moi qui tressaille et qui me pousse et qui me met vraiment en joie. Après, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées, donc je peux aussi facilement avoir de la joie pour des choses, mais j'apprends à faire la nuance, tu vois, et à faire la distinction. Après, l'intuition, je pense que effectivement, pour moi, aujourd'hui, je suis convaincue, alors c'est de par mon vécu, hein, voilà, je suis convaincue que le corps, il chuchote, il nous dit des choses, et que quand on n'apprend pas à l'écouter, ben, de plus en plus, il va crier jusqu'à hurler. Et l'apprentissage que j'ai fait depuis que la guérison s'est installée petit à petit, c'est qu'à chaque fois qu'un cap était passé et qu'il y avait quelque chose qui était libéré émotionnellement dans mon corps, qui était vraiment qui bloquait, etc., et que du coup la douleur partait en même temps, euh, en fait, parfois la douleur revenait, la même douleur revenait, mais je savais pourquoi elle revenait. En fait, elle me disait quelque chose. Et en fait, aujourd'hui, je n'ai plus de douleur parce qu'en fait, au fur et à mesure que j'ai appris à la comprendre, si c'était localisé à gauche, si c'était localisé à droite, si c'était plus un serment, si c'était plus quelque chose qui me pince, etc. En fait, j'apprends à décoder tout ça. Et donc, après, l'intuition vient mettre des mots, tu vois, sur le ressenti. Et du coup, voilà. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai plus du tout de douleur et que je pense sincèrement que je suis guérie. C'est qu'en fait, je m'écoute. Et quand il y a, je sais pas, au bout d'un moment, je sens que je suis un peu dans la nuque ou que j'ai mal au ventre ou qu'il y a un truc, tu vois, systématiquement, je me dis, OK, qu'est-ce qui s'est passé là pour que ça crée ça? Et en fait, je me mets en état méditatif et je laisse revenir les souvenirs, etc. Et systématiquement, ou alors je vais me mettre en écriture intuitive, et systématiquement, il y a un truc qui va émerger et ah, OK, d'accord. Et donc, petit à petit, on va dire que mon vocabulaire du langage de mon corps s'étoffe et que je deviens presque bilingue, tu vois. Je pense que je suis encore un peu loin du bilinguisme avec mon corps, mais c'est un apprentissage. Je pense qu'on est tellement déconnecté de nos corps, déjà de nos émotions, mais de nos ressentis, comment ça se matérialise dans le corps. On n'apprend pas ça depuis qu'on est enfant et je pense que selon les personnes, ben, ça va s'exprimer de plus en plus violemment, surtout si tu étouffes. Et moi, j'avais tendance à être tellement violente et à tellement être dans des certitudes et dans des convictions. Et voilà, ben, je pense qu'à un moment donné, il fallait péter tout ça, quoi. Donc, c'est mon histoire, c'est mon vécu. Je dis pas que tout le monde qui a des maladies, c'est la même chose que moi. Mais par contre, je pense qu'il y a toujours quelque chose derrière. Bravo. Enfin, je veux dire, tu as dit tout ce que j'aurais pu dire. Et je vais juste dire ça avant de laisser la fin. C'est écoutez-vous. Enfin, je veux dire, je pense que je le dirais beaucoup de fois dans ces chroniques en rose, ou que je l'ai dit plusieurs fois. Mais je crois que c'est très important de prendre à écouter son corps qui peut nous dire tellement de choses. Et oui, au début, peut-être que on aura du mal à entendre vraiment ce qu'il nous dit parce qu'on n'a pas, comme tu disais, l'habitude, parce qu'on ne nous a pas appris. Mais le but étant d'apprendre cette nouvelle connaissance, comme tu disais, tu commences à devenir bilingue avec ton corps. Et j'adore énormément cette façon que tu as décrit cette chose-là, c'est apprendre à écouter son corps, c'est
une nouvelle compétence, c'est vraiment prendre le temps pour soi, d'analyser déjà où est-ce qu'elle est vraiment la douleur. Parce que souvent, on se dit, bah tiens, j'ai mal au cou, mais en fait, c'est peut-être plutôt aux épaules, et ça remonte dans le cou parce que c'est de la tension. Après, ça reste quand même un corps, donc forcément, plus on va se crisper, plus ça va emmener dans des autres parties du corps. Donc, apprenez vraiment à développer cette compétence pour écouter votre corps parce que ça peut faire vraiment la différence, autant quand on a une maladie que quand on n'a pas une maladie. Donc, si aujourd'hui, tu nous écoutes et que tu as une maladie, je suis désolée, mais peut-être que juste déjà apprendre à l'écouter, ton corps peut te donner des clés pour peut-être mieux vivre ce que tu es en train de vivre. Et si tu n'as pas de maladie et que tu es juste curieuse et que tu es là pour écouter les merveilleuses femmes que j'interviewe, écoute ton corps parce qu'il peut te donner des réponses extraordinaires sur tout ce que tu as pu vivre, tout ce que tu pourrais ressentir, tout ce que tu pourrais libérer et te sentir beaucoup plus légère. Après, là où je fais une nuance, c'est que quand tu as une maladie, tu as tellement de couches de douleurs et de choses qu'en fait, c'est hyper compliqué de démêler toute seule, de savoir comprendre. Et c'est là où je pense que c'est bien de se faire accompagner. Il y en a, ça sera des thérapies. Il y en a, ce sera, je sais pas, par des choses créatives, parce qu'on exprime des choses par la créativité. Voilà. En fait, il y a plein de moyens différents. Et là, je pense qu'on en revient à l'intuition, d'écouter ce vers quoi on est le plus attiré, ce qui fait le plus écho. Mais je pense que c'est bien de se faire aider parce que justement, ça permet de dézoomer et d'aborder sur tout ce tas de plein de pelotes emmêlées, et ben de tirer peut-être un fil. Et peut-être qu'au début, on se dit, ouais, mais ça n'a rien changé. Mais en fait, c'est un premier fil et ça fait quand même la différence. Ça change quand même quelque chose. Et petit à petit, et ben, tous les fils vont pouvoir être réenroulés chacun dans sa pelote et les choses séparées, tu vois. Je suis totalement d'accord avec toi. Vous faire aider, ce n'est pas une honte, au contraire, c'est pour vous que vous le faites. Et surtout, ça peut vous apporter beaucoup d'aide, comme dit Anne-Estelle. Se faire aider, c'est potentiellement, je pense, une grande étape et en même temps un grand soulagement. Avec le temps, évidemment, parce qu'il faut aussi savoir être bienveillante et patiente surtout. Ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigts. La baguette magique, je vous assure, le jour où je la trouve, je vous la fais bénéficier à toutes, mais en attendant, prenez le temps et de la bienveillance envers vous. Vous avez le droit de ne pas aller bien, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit d'avoir envie d'être couché, vous avez le droit d'avoir mal parce que ça arrive et ce n'est pas que dans votre tête. Et je comprends la fibromyalgie qui est liée quand même au nerf, mais que ça reste quand même corps. Voilà, c'est ça. Donc, soyez bienveillante envers vous-même parce que vous avez le droit, voilà, de juste se dire, OK, bah, aujourd'hui, ça ne va pas, et puis je vais aller voir ma naturopathe, mon ostéopathe, mon kiné, toute personne qui pourrait venir en aide, ou alors faire un atelier, comme disait Anne-Estelle, par la créativité, puisque l'art créatif, la thérapie créative, ça existe, et c'est aussi une thérapie parmi tant d'autres. Je peux faire un petit coup de pub, si jamais tu couperas au truc? Bien sûr, non, je ne couperai pas. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir écouté Anne-Estelle. Vous allez pouvoir la retrouver. Donc, je vous mets toutes les informations en description, comme à mon habitude. Et puis, Anne-Estelle, si tu as un dernier mot, donc tu peux dire tout ce que tu aimerais partager avec nous sur ces dernières minutes. Oui, je voulais juste rajouter que si jamais vous avez envie d'un espace de douceur, justement, et de reconnexion à votre intuition, j'anime des ateliers écriture intuitive sur mesure en one-to-one. Et donc, j'accompagne certaines femmes qui sont malades, mais pas que. Et l'idée, c'est vraiment d'aller mettre des mots-clés, en fait, pour déverrouiller certaines situations. Et parfois, elles sont liées à la maladie, parfois pas. Mais voilà, c'est aussi une façon de s'explorer tout en douceur et de se faire accompagner en s'explorant soi-même. Voilà. L'écriture intuitive. L'écriture tout court déjà à la base, mais alors l'écriture intuitive, c'est tellement puissant. Et Anne-Estelle est une personne solaire. Donc pour toutes les personnes qui écoutent le podcast et qui ne regardent pas la vidéo, juste, je vous invite à aller juste vérifier ce que dire que Anne-Estelle est solaire. Et vous verrez qu'elle est bienveillante et elle vous accueille avec beaucoup d'amour. J'ai pu la connaître avant par rapport à un autre projet. Et elle écoute et elle prend soin de la personne qui est en face d'elle et elle est avec cette personne-là. Je ne peux que vous la recommander. En tout cas, merci beaucoup Anne-Estelle d'avoir participé à cette interview à Chronique en Rose. Merci beaucoup pour ton temps, pour
ton histoire, de l'avoir partagée avec nous, d'avoir bien voulu, en tout cas, être vulnérable. Enfin, je comprends le mot vulnérable, ce n'est pas vulnérable en tant que personne toute nue, mais vulnérable dans le sens où tu nous as dévoilé des choses qui auraient très bien pu rester dans ton intimité. Donc, merci beaucoup. C'était un honneur. Merci à toi. Et puis, j'espère que ça pourra soulager et donner de l'espoir aux auditrices. Et voilà. Merci. Eh bien, avec grand plaisir. Je vous dis donc à demain pour le jour numéro 23 de notre chronique en rose. Et je vous dis à bientôt pour toutes les autres. Au revoir, Anne-Estelle. Ciao.